Salut camarades! En octobre 1097, après leur dure traversée d'Anatolie, tandis qu'un certain petit arriviste allait faire un tour du côté d'Édesse, l'essentiel des croisés se dirigea vers Antioche. Ancienne capitale byzantine de la région, Antioche était incontournable pour quiconque cherchait à marcher vers la Palestine ou à tenir la Syrie. Alors au-delà de l'aventure mais titanesque que ça va être, ce qui d'ailleurs justifie que j'ai fait plusieurs petites vidéos sur le sujet, l'épisode va être des plus marquants et des plus significatifs et des plus majeurs, parce que c'est là que vont s'affronter bon nombre d'ambitions, que ce soit chez les croisés ou chez les princes musulmans locaux, et que la querelle entre Byzance et les croisés va s'aggraver de façon mais quasi définitive, querelle responsable aussi bien de l'implantation des États latins d'Orient que de leur chute. Donc va y avoir du boulot. Quand la croisade arrive en Syrie, c'est le turc Yagisiyan qui dirige Antioche. Installé là par Malik Shah en 1087, il a toujours su manœuvrer intelligemment pour rester en place depuis. Et si vous avez vu ces vidéos, vous savez à quel point ça constitue un exploit. Bon, il a notamment su conserver son indépendance entre ses deux puissants voisins turcs, Ridwan à Alep et Dukak à Damas, deux frangins qui se détestent. Bon, là où il a merdé, Yagisiyan, c'est qu'en 1096-1097, peu de temps avant l'arrivée des croisés, pendant une guerre entre les deux frangins, il a d'abord suivi Ridwan face à Dukak, puis Dukak face à Ridwan, qui du coup lui en veut un brin de ce volte-face. Un brin. Apprenant l'arrivée des croisés, Yagisiyan commence par envoyer des demandes de renfort. Bon, à Dukak et à Ridwan déjà, on sait jamais, mais aussi à d'autres, plus loin. Sachant que le grand sultan Barki Yarouk, suzerain théorique de tout ce petit monde turc, est un suzerain un peu mou qui se tamponne de la Syrie, on peut pas compter sur lui. En revanche, il peut demander l'aide d'un de ses lieutenants, la Tabek de Mossoul, Kirboka, ou Kurbuka. Mais répondront-ils? Et si oui, suffisamment rapidement? Tendu. En attendant, il fait inspecter les murailles, stocker de la bouffe, creuser des fossés autour des remparts par les chrétiens de la ville, qu'ils soient arméniens, syriaques, etc., avant de leur interdire de rentrer dans la ville ensuite. Oui, il est un peu parano, Yagi. Il sait très bien que la ville n'est turque que depuis 12 ans, et qu'à l'époque elle est tombée uniquement par traîtrise. Autrement dit, l'essentiel de la population est chrétien, et certains voient les croisés d'un œil plutôt favorable. Bon, pas tous, cela dit. Donc, dans le doute, il veut bien s'occuper de leurs femmes, de leurs mômes, etc., rester dans ses murs, mais les mecs, y a pas moyen, il les fout dehors à coups de pompe dans le cul et il les laisse se démerder avec les croisés. Pas prendre de risques. Pour les croisés, l'avancée jusqu'à Antioche est plutôt pépère par rapport à leur traversée anatolienne. Beaucoup de chrétiens locaux se soulèvent à leur approche, provoquant la fuite des garnisons turques locales, et ensuite ils leur remettent carrément les villes et forteresses du coin, comme Arta. Qui plus est, la région regorge de bouffe, ce qui tranche nettement avec l'aridité des déserts qu'ils se sont tapés tout l'été. Ils arrivent donc tranquillou au pied des murs de la ville, le 21 octobre 1097. Et ils sont sur le cul. Oh! Comment ont-ils pu bâtir de tels édifices? En empilant les pierres les unes sur les autres. Plusieurs kilomètres de long, 450 tours, 5 portes, une poterne, une citadelle, des fortifications à la pointe de la technologie byzantine. Ils ont jamais rien vu de pareil, les gonzes. Très gros morceaux, si gros qu'ils ne peuvent pas entièrement l'encercler. Non seulement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais aussi parce que la ville est intelligemment bordée du fleuve Oronte, de marécages et des contreforts du mont Silpios. On s'installe donc au nord. Godefroy-de-Bouillon près de la porte du Duc, Raymond de Saint-Gilles près de la porte du Chien, et Bohémond de Tarente près de la porte Saint-Paul, avec le reste derrière lui, en appui. C'est là que les croisés commencent à se friter. Si Raymond de Saint-Gilles préconise un assaut immédiat, dont certains historiens pensent que ça aurait pu avoir énormément d'impact sur la garnison turque de la ville, la poussant à se rendre plus rapidement, la plupart préfèrent se dire qu'ils vont assiéger tranquillou la ville en se refaisant une santé grâce à la bouffe trouvée alentour. C'est moins risqué que de les s'épuiser directement face aux murailles, alors qu'ils sont déjà bien crevés. Et ça, Bohémond en est le plus fervent défenseur. Et d'ailleurs, beaucoup y voient une tentative de Bohémond de se faire remettre Antioche par la garnison de la ville, tout comme Nicée s'était remise à Alexis, ce qui rendrait alors sa prise de la ville incontestable. Et Dieu sait qu'il la veut, Antioche, vous verrez.
Alors, c'est bien mignon de reprendre des forces en vivant sur le pays tout en faisant le blocus d'une ville. Sauf que, quand on bouffe tout d'un coup sans faire de réserve, que l'hiver arrive et qu'on n'encercle même pas le quart de la cité, on se retrouve très vite à crever la dalle, à tenter des expéditions de ravitaillement qui se font mais laminer par les Turcs qui, eux, peuvent sortir de la ville et peuvent continuer à être approvisionnés, puisqu'ils ne sont pas entièrement encerclés. Ah ouais, ils passent pour des cons les mecs. Mais bon, on sait jamais, ça peut marcher. Nouvelle technique, on passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. En plus, le blocus inefficace étant donc une vraie passoire dans les deux sens, une multitude d'espions, le plus souvent des chrétiens locaux, circulent et révèlent les plans des croisés à l'avance. Bon, Bohémond trouve une solution en faisant cuire des prisonniers turcs à la broche. Le message est clair, hein, si on chope un mec en train d'espionner, on va le bouffer. Alors c'est pas Charlie du tout, mais c'est très très efficace. Et ce stratagème, appliqué jusqu'au bout ou non, hein, à savoir est-ce qu'il les bouffe vraiment ou pas, ce dont je doute, a donné naissance au mythe du croisé cannibale. Bon, en fait ça a été renforcé par plein d'autres événements qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos, etc. Et franchement je dis pas ça à la légère, c'est un truc que j'ai beaucoup étudié parce que ça m'a beaucoup surpris. Et franchement je ne crois pas qu'ils aient été cannibales. Mais en tout cas ça marque les esprits. Mais ces chrétiens locaux ne font pas qu'espionner, d'autres approvisionnent le camp, que ce soit gratuitement, comme les princes roupéniens, les moines de la Manus ou depuis Chypre, ou à des prix exorbitants, comme certains Syriaques et Arméniens, qui vendent aussi à la garnison de la ville. On voit donc bien qu'ils ne sont pas ni entièrement pour les croisés, ni entièrement pour les Turcs, mais que à l'issue du combat déterminera leur allégeance. Et puis y a pas de mal à ça, hein, c'est juste qu'ils font comme ça depuis des siècles les mecs. Tu bouffes à tous les râteliers, hein? Je me prolonge. En tout cas, il faut trouver une solution, parce que dans le camp, on bouffe des rats, et le siège avance pas des masses, malgré quelques réussites fin 1097. Bohémond réussit à prendre la forteresse d'Arim, on prend le port de Saint-Siméon grâce à 13 navires génois de passage, et on construit le château de Malregard pour limiter les raids turcs. Mais on a faim. On décide donc fin décembre d'envoyer une expédition de ravitaillement vers le sud. Bohémond et Robert de Flandre partent le 28 décembre avec une armée qui va jusqu'à 20 000 hommes. Ce sera un semi-échec. Déjà, dès le lendemain, le 29, Yaguy-Sian en profite pour attaquer le reste du camp, qui du coup est brillamment défendu par Raymond de Saint-Gilles, qui réussit à repousser les attaquants et presque même à entrer dans la cité. Mais l'expédition elle-même va rencontrer une autre surprise, le 31 décembre. L'armée de Doukac, qui après avoir beaucoup tergiversé, s'est enfin mis en route, accompagnée de son lieutenant Tourtekin et de l'émir d'Ama. Bon, les Francs les poutrent, évitant ainsi de se retrouver coincés entre cette armée et la garnison d'Antioche, mais de justesse, et du coup ils balisent un peu. Plutôt que de continuer à s'aventurer en terrain hostile comme ça, ils préfèrent rentrer au camp les mains quasi vides. Et ils sont pas chauds pour y retourner. Non, j'irai pas. Si tu iras. Non. Si. Ok, j'y vais. La situation est donc désespérée. En plus, il y a un tremblement de terre, il fait un temps dégueulasse, au point qu'Étienne de Blois se plaint que la Syrie finalement c'est pas aussi chaud qu'on le dit, et tout ça, pour des médiévaux superstitieux, c'est signe qu'ils ont trop déconné. Je rappelle qu'ils sont là en pénitence les mecs. Donc, pour faire revenir le moral et la grâce divine avec, le légat pontifical Adhémar de Monteil décide d'ordonner une période de pénitence. Déjà, il ordonne le jeûne, hein, bon, sachant qu'un mec sur 7 meurt de faim, c'est pas trop compliqué à mettre en place. On arrête aussi les jeux, la boisson, la fornication, etc. Et du coup, on vire les prostituées. Ce qui fait plutôt râler. Mais oh, mais vous êtes pas ma mère, hein! Si j'ai envie de mettre des grosses morues dans mon plumard, je fais ce que je veux! Le jeûne n'étant pas spécialement efficace pour lutter contre la famine, j'en reviens pas d'avoir à dire une chose pareille, certains optent pour la désertion, quittant le camp pour les ports de la côte, histoire de rentrer au bercail. Alors, la piétaille, c'est pas bien grave, mais quand on est sur du seigneur déjà, genre Guillaume de Melun, qu'on a vu faire salement mumus pendant les croisades contre les juifs, ça la fout mal. Mais il y a pire encore, genre Pierre l'Ermite. Le mec, il est allé tanner la moitié du monde paysan pour aller libérer Jérusalem, et il se barre en douce à la première averse, tranquillou. Littéralement la première averse. Bon alors du coup, Tancred, heureusement, les récupère, on leur passe un bon gros savon, mais à ce rythme-là, on court à la ruine. Ça pourrait en effet très bien être la fin de la croisade. Plus de bouffe, des désertions, un hiver trempé, quasiment plus de chevaux, manque de matériel de siège, les réserves d'or qui s'épuisent, pas assez d'hommes pour encercler la ville, des ennemis pouvant surgir de n'importe où, n'importe quand, dans des proportions dont on n'a aucune idée, les chefs relativement unis jusqu'ici qui commencent à s'engueuler comme des poissonniers, ça sent pas bon.
Un seul pourtant garde le moral et est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et c'est notamment grâce à cette ambition-là que la croisade va perdurer. Même si évidemment tout le mérite ne revient pas à ce Zozio-là, hein, et loin de là même. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le concept de faire une petite série sur Antioche ça vous plaît, hein, il y a encore 3 épisodes a priori, si ce n'est 5. Je suis désolé de ne pas avoir fait une vidéo sur Constantinople, j'ai pas les moyens, que ce soit ni physique, ni technique, ni technologique, pour faire ce que je veux, donc je vais faire une vidéo plus classique sur Constantinople, très longue, mais qui sera pas aussi belle que ce que j'imaginais. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui partagent les vidéos, qui mettent un pouce bleu, qui laissent un commentaire, etc. Franchement, soyez les bienvenus, j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas hein, de cliquer sur la cloche à côté du machin, histoire d'être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Un immense merci aux tipeurs, hein, comme d'habitude, vous êtes les meilleurs. Si jamais vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee, mais évidemment c'est pas obligatoire, c'est franchement si vous en avez envie. Donc un grand merci à vous. Et sur ce camarades, écoutez, salut, bonne année.